bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus réalisée par les étudiants de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Et pour cet épisode, notre rédaction s'est intéressée à l'affaire Bétharram. Oui, posons le décor. Le village de l'Estel-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, quelques habitations et un pensionnat catholique accueillent depuis des années, près de 150 ans, des élèves, des milliers d'élèves de la 6e à la terminale. Notre-Dame de Bétharram aurait été le lieu de violences sexuelles et physiques sur mineurs depuis des décennies. La 200e plainte vient d'être déposée au tribunal de Pau. D'autres établissements privés catholiques seraient concernés par des faits similaires. Aujourd'hui, les victimes créent des collectifs et osent raconter ce qu'elles ont vécu. Entre longueur administrative, soutien psychologique insuffisant et prise en charge financière restreinte, les victimes se sentent découragées, voire abandonnées. Le chemin est encore long pour se reconstruire. Alors, quel accompagnement peut-on proposer aux victimes? Olivia Frisetti et Damien Cornette. Ils ont mis des années à parler, certains une vie entière. Ce matin, ils avancent ensemble pour déposer de nouvelles plaintes. À la sortie du tribunal, le collectif des victimes invite à poursuivre la libération de la parole. Le combat est loin d'être terminé. Franchissez le pas, contactez-nous, contactez Alain, contactez le groupe. Vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et il faut que les personnes maintenant répondent de leurs actes. Mais tous, les agresseurs, les politiques, les institutions, tous ceux à l'époque qui ont été lâches, tous ces adultes. Pour beaucoup de victimes, le chemin s'est construit main dans la main avec le collectif. Une entraide précieuse, née sur les réseaux sociaux, mais aussi autour de cafés, de moments de partage. Alors là, au pire, on serait notre thérapie entre nous. Pour alléger un peu le poids du passé. La seule chose qui existe, en fait, c'est la voix de notre collectif. Après, on essaie d'avoir des réponses du champ politique en face, mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose quand même. De vraiment factuel. Ce qui est factuel, c'est le groupe et ses initiatives. Quelque part, on est encore très très seul, hein. Faut pas se tromper. Pour rompre cette solitude et simplifier le parcours des victimes, Alexandre Pérez, l'un des leaders du collectif, réclame un guichet unique. On a des solutions et là on a proposé un office national, donc sous forme de groupement d'intérêt public, que l'on a soumis au Premier ministre et à son cabinet. Donc c'est en cours d'étude. Le but c'est de centraliser les plaintes, les recueils de témoignages et de les traiter en fait. C'est vraiment d'accompagner qu'une victime parle aux victimes. Et pourtant, une association d'aide aux victimes recueille leurs paroles et met en place une ligne téléphonique dédiée à tous les anciens élèves de Bétharram. En 3 semaines, l'association a reçu plus de 350 appels. Vous avez toujours des nuits agitées? Vous faites toujours des cauchemars? Oui, toujours. D'accord. Bien sûr. Mais ils ne sont que 2 psychologues à les prendre en charge. Pour la directrice, cela est clairement insuffisant. Avoir plus de personnel, ça permettrait bien sûr de travailler plus rapidement et d'avoir un temps qui soit vraiment dédié à cet événement-là. Et ça va nous demander de toute façon des recherches au volet juridique assez important. Sur la prise en charge aussi, une prise en charge psychologique sur des faits qui sont aussi anciens. On est sur un traumatisme assez spécifique. C'est aussi important d'avoir des professionnels qui soient formés à ça. Au-delà du soutien psychologique, les victimes attendent aussi une véritable réparation financière. Pourtant, plus d'1 an après les révélations, seules 19 d'entre elles ont perçu une indemnisation de la part de l'Église. Depuis 2019, plusieurs commissions ont été créées pour enquêter sur les abus sexuels et formuler des recommandations. La CIAZ, financée par l'Église, a conduit à la création de la CRR. En 2021, c'est l'État qui a lancé la Civiz. Et en février dernier, une nouvelle instance est venue s'ajouter, la Commission Vérité, cette fois financée par la Congrégation des prêtres de Bétharram. Face à la multiplication de ces dispositifs, pas facile pour les victimes de s'y retrouver, même le président de la nouvelle commission Vérité le reconnaît. Il va falloir aller sur le terrain, rencontrer les victimes, participer, collaborer avec les associations de victimes. Je dirais trouver sa place aussi dans le maillage des commissions qui existent déjà. Il y a une commission parlementaire, il y a la commission réparation et reconnaissance mise en place par les congrégations de France. Alors on ne fait pas la même chose, mais voilà, il faut trouver son espace. Le rapport de la commission sur l'affaire Bétharram devrait être rendu au mois de décembre. Pour les victimes, le parcours judiciaire continue. D'autres plaintes pourraient être déposées avant l'été.
Dans le sillage de l'affaire Betaram, d'autres voix s'élèvent. Oui, à Dax, à une centaine de kilomètres d'ici, une quinzaine d'anciens élèves du collège privé catholique Notre-Dame du Sacré-Cœur dénoncent des violences physiques et sexuelles subies entre les années 60 et 80. Ils réclament aujourd'hui plus de contrôle au sein des établissements. En réaction, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à contrôler 40% des établissements privés sous contrat. C'est le cas du groupe scolaire où nous nous sommes rendus. Il devrait être contrôlé dans les prochaines semaines. Noah Darcel et Manon Maurice. À quelques kilomètres de Dax, Bernard Lafitte et Christian D'Aregnez ont repris contact il y a peu. Dans les années 60, ils étaient dans le même collège, Notre-Dame du Sacré-Cœur. L'équipe de foot, là, quand même, tu te souviens, hein? Devant les photos d'époque, ils se remémorent d'abord des moments de camaraderie. Alors moi, personnellement, là, les photos elles-mêmes me rappellent que de bons souvenirs. Le reste, c'est autre chose. Très vite, remontent des souvenirs plus douloureux. Sur cette photo, par exemple, on est 3 à avoir subi, après, justement, des sévices. Et on est les 3 sur cette photo. Et à l'époque, jamais on n'a parlé de quoi que ce soit entre nous. Moi, j'ai mis 67 ans pour eux. Mes parents sont morts, je ne savais pas. Aujourd'hui, les deux amis parviennent enfin à se livrer sur les violences qui auraient été commises par l'un des prêtres de l'établissement. Une fois, il m'avait demandé d'approcher à son bureau. Et puis, il m'avait serré la fesse. Bon, je m'étais directement... Je ne voyais aucun caractère sexuel, tout ce qu'on voudra. Hein. Je m'étais reculé, tout ça. Une autre fois, j'avais dû faire le tour de son bureau pour pas qu'il m'attrape, puis j'étais parti. Il m'a pris sur ses genoux, il a commencé à me défaire la ceinture. Alors là, ça a été très vite réglé. Moi, je suis parti, mon karaté. Je ne lui ai pas envoyé 2 coups de poing, parce que j'aurais pu. Mais encore une fois, si je l'avais fait, mes parents ne m'auraient pas cru. Pour Bernard et Christian, l'actualité récente leur a donné le courage de s'exprimer. Quand on a vu le démarrage de Betaram, on s'aperçoit aussi que finalement, on ne va peut-être pas quand même nous prendre pour des rigolos, enfin pour des menteurs et compagnie. Et voilà. Début mars, Bernard a créé le collectif des victimes du collège Notre-Dame du Sacré-Cœur de Dax. Il recueille quotidiennement de nouveaux témoignages. Là, j'en ai 2, 11, 12, plus les 3 plaintes. Là, nous on en a 15. 15 témoignages, tous dénoncent des violences physiques ou sexuelles entre les années 50 et 80. Le collectif affirme avoir identifié 4 prêtres et un laïc impliqués, aujourd'hui décédés. Avant que ces anciens élèves de cet établissement prennent la parole, une plainte pour viol et une autre pour agression sexuelle avaient déjà été déposées en 2021, puis classées sans suite. Des signalements avaient été effectués auprès du diocèse des Landes. Pourtant, le directeur actuel déclare n'avoir été informé que récemment. Le fait qu'il ne m'en ait pas parlé pose un problème quand même de communication qui pourrait laisser apparaître et qui pourrait laisser dans la tête des gens l'idée qu'il y a encore une certaine omerta qui existe dans l'Église. Donc on en a reparlé ensemble et effectivement il admet qu'il aurait dû effectivement m'en parler. Face à ces témoignages, Emmanuel Ortolo condamne les faits. Il affirme que des mesures préventives existent déjà, sans être officielles. Le chef d'établissement souhaite les inscrire dans le règlement intérieur. Lorsqu'il y a des parents d'élèves qui accompagnent un voyage, mais pareil, systématiquement réclamer le casier judiciaire. Lorsque des élèves sont en sortie scolaire, ne pas permettre effectivement qu'un adulte aille dans le dortoir ou dans les chambres, sauf sous certaines conditions et accompagner. Donc en fait, on va encore plus formaliser les choses de telle manière à ce que on ne puisse pas passer au travers des mailles du filet, quoi. Depuis la rentrée 2024, une psychologue est également présente sur place 2 jours par semaine. Cet établissement privé qui bénéficie d'argent public recevra dans les prochaines semaines la visite de 6 inspecteurs du rectorat. La parole des victimes se libère partout en France. Retrouvez le décryptage d'Alexis Girard sur nos réseaux sociaux. Une commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école vient d'être mise en place pour faire évoluer la loi et mieux protéger les mineurs. Aujourd'hui, le droit prévoit qu'une victime ayant subi des viols pendant son enfance a jusqu'à l'âge de 48 ans pour porter plainte, soit 30 ans après sa majorité.
Alors, faut-il lever la prescription? C'est ce que propose Colette Capdevielle, députée PS des Pyrénées-Atlantiques. Adrien Voyer et Damien Cornette l'ont rencontré. Le fait de rendre ces crimes et ces délits imprescriptibles, c'est leur accorder l'assurance qu'à un moment donné, elles pourront parler et que la justice pourra se faire. C'est ce qui est très important, je crois, pour les victimes à un moment donné, quand il y a eu autant d'années d'omerta pendant lesquelles elles n'ont pas pu parler. Elles n'ont pas pu parler parce qu'elles savaient qu'on n'allait pas les croire. Que la plainte soit déposée le lendemain, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans après les faits, la question du rapport probatoire, c'est-à-dire du fait de rapporter la preuve, elle se posera toujours. Elle se posera toujours pour les victimes. Il est évident que si une victime dépose plainte concomitamment après les faits, c'est plus facile. Mais la difficulté de rapporter la preuve ne peut pas être en elle-même un obstacle sur la question des prescriptions. Ah oui, il y a des résistances. Il y a des résistances parce que on considère en France, et à juste titre, qu'il peut aussi y avoir le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les contraventions se prescrivent par 1 an, les délits par 6 ans et les crimes par 10 ans. Et c'est l'histoire du droit pénal français. Aujourd'hui, la société a changé. La société a changé. Les victimes parlent pendant des siècles. Il y a eu des milliers, et voire des millions de victimes qui n'ont jamais parlé, donc c'était jamais véritablement posé la question. Je pense que d'abord, elle va quand même faire des conclusions qui vont aller, je pense, dans le sens d'un contrôle accru de l'État, parce qu'à partir du moment où ces établissements confessionnels privés bénéficient de fonds publics, il est quand même choquant que parallèlement, il n'y ait pas un contrôle accru de ces établissements et peut-être de ces internats. Parmi les conclusions, on va peut-être aussi se poser la question de savoir s'il faut interdire ou pas des internats en dessous de 14 ou 15 ans. Bien sûr, la question des prescriptions qui va venir sur la table, la question de la protection de l'enfance, le fait également que l'enfant est un sujet de droit, et moi je pense qu'il devrait systématiquement et toujours, quand il est concerné, et pas qu'en matière pénale, avoir le droit à son avocat. L'enfant doit être protégé. La fin de la prescription, mais aussi le contrôle renforcé des établissements sont au cœur des discussions de la commission d'enquête parlementaire qui auditionne les victimes, les collectifs, mais aussi les institutions religieuses et politiques. Les rapports devraient être rendus fin juin. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller écouter Twist, le podcast de nos collègues de la spécialité radio, disponible sur toutes les plateformes.